Stockton front to have control of the ball. Shot in the air. Let's do it. Let's try it again. Barkley 24. Yes, with 1 point. Nash to Stoudemire inside. Oh, nice adjustment. 6 seconds left in the game. Out to Booker. 5 seconds. 4 seconds. Booker on the drive. Goes up. Here's the shot. Booker! He got it. And the Suns win the game. Devin Booker at the buzzer. Salut à tous, bienvenue dans Valley-Oop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait d'émission, les indisponibilités à droite à gauche c'est compliqué là, cette saison, mais là on est là, on va pouvoir un peu parler de l'actu des Suns pour ce premier podcast on va dire de l'année 2026, puisqu'on enregistre le 1er janvier, juste après la défaite des Suns à Cleveland, et j'ai avec moi aujourd'hui Lucas et Malo. Messieurs, comment ça va Lucas, Malo? Bonne année. Moi, 1er janvier, ouais, bonne année. Effectivement, alors, ce qui est assez particulier... Ouais, pardon, je te coupe. On a perdu les réflexes aussi, hein, c'est ça. On est rouillé. Mais on va se reprendre tranquillement. En fait, c'est vrai que du coup, il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier podcast, notamment pour Phoenix, qui a poursuivi vraiment son bon début de saison et... au-dessus des attentes, c'est peut-être on peut un peu dire ça, mais on va en discuter. On va en discuter aujourd'hui, puisque le thème qu'on a essayé aujourd'hui de préparer et d'envisager pour cette émission, c'est de se poser la question de ce que peuvent espérer les Phoenix Suns cette saison, au vu de ce qu'ils montrent sur le parquet. Pour les 32, 33, 34 matchs qui ont déjà été joués, et au vu aussi de justement ce qu'on n'a pas vu entre guillemets, c'est-à-dire évidemment la grosse inconnue Jalen Green. Messieurs, peut-être avant de commencer, puisque Lucas, toi, on t'a pas eu dans le podcast depuis le début de la saison, ça pourrait être cool que tu nous donnes peut-être toi ton sentiment général sur ce premier tiers de saison des Suns. Le sentiment général, c'est avant tout une bonne surprise. Hein. Clairement, pour moi, j'avais participé que au podcast de preview et on n'était pas du tout sur des pronostics qui ressemblaient à ça. Et clairement, il y a de quoi être enthousiaste parce que tu sens que c'est pas une équipe qui est en sur-régime, qui juste gagne des matchs qu'elle devrait pas gagner, etc. Collectivement, c'est une équipe qui se tient et qui se défend très très bien avec les joueurs qu'elle a à sa disposition. Donc moi, ça me paraît être une équipe vraiment extrêmement solide et c'est pas vraiment, voire pas du tout ce à quoi on s'attendait. Hein. Ouais, effectivement, il y a un peu un bouleversement des perspectives par rapport au visage qu'on pouvait attendre de cette saison. On était, je me souviens très bien de ces épisodes où on se disait oui, laboratoire, ça va être, mais voilà. En fait, très rapidement, et ça va être un discours dont on va pouvoir discuter les gars, mais très rapidement, on a vu des Suns qui étaient assez sûrs de comment ils voulaient jouer et de voilà quelle stratégie adopter, avec effectivement cette idée un peu de soir après soir proposer un peu toujours la même chose, ce qui est une des grandes forces de l'équipe cette saison. Et on peut peut-être commencer sur ça pour cette espèce de bilan intermédiaire pour l'instant de ce que nous a proposé l'équipe de Phoenix en 2025-26, pour se demander c'est un peu quoi les points forts. Il y a des trucs assez évidents, mais enfin, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Balo, pour toi, c'est quoi les points forts de Phoenix cette saison? Comment tu résumerais ça? Ouf, pardon. Oh là. Déjà, on sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre quand l'équipe va jouer. C'est déjà une belle force comparé aux autres années où c'était en tout blanc, tout noir, soit entre deux cartons, soit entre deux matchs. Donc on sait à peu près ce qu'on va attendre de cette équipe et c'est souvent dans le bon, donc c'est vraiment un bon signe. Après, les forces, ça va être principalement tout ce côté hustle, énergie qui se dégage vraiment de cette équipe, de comment elle joue, de comment elle aborde les matchs et de comment elle parvient à gagner des matchs. En fait, c'est la principale clé de réussite, je pense, des Suns cette saison. Il y a une stat qui est sortie du compte officiel des Suns, qui est la seule équipe à être première, enfin dans les 5 premières des hustle acts. Donc je crois qu'il y avait les screen assists, les loose ball recover, donc on va dire les 50-50 en gros, c'est comme ça, obtenus en déflexion. En déflexion, donc ça montre que vraiment cette équipe elle se base sur chaque ballon, qu'elle joue chaque possession à fond, même quand elles sont perdues, avec des joueurs comme Jordan Goodwin, Dallin Brooks, Gillespie qui sont vraiment tous les soirs à se battre sur chaque micro-possession, chaque geste, chaque moment. Et c'est tellement nouveau, tellement incomparable avec les 2-3 saisons précédentes.
que bah ça fait déjà d'une part plaisir et c'est vraiment ce qu'on demandait en plus depuis 2-3 saisons. Donc je pense que c'est la principale force de cette équipe qui chaque soir arrivait même en deuxième soir de back-to-back avec des blessés, une rotation réduite parce que l'effectif bah, reste quand même limité. Tu as une dizaine d'options vraiment viables, on va dire, en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà, elle arrive à montrer la même chose un peu chaque soir grâce à ces aimants-là, quoi. Hmm. C'est clair, il y a vraiment ce côté de régularité. En fait, tu as raison, c'est les deux éléments. C'est le côté d'agressivité de Sol reste la qualité principale, en tout cas a priori. Et j'ai envie de dire, ce qui est d'autant plus perturbant par rapport à ça, c'est que pour une fois, et peut-être pour la première fois dans l'ère Matich Bia, on a ce qu'il nous avait annoncé. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y avait eu tout un comment dire, un déroulé d'éléments de langage, on va dire, cet été, que ce soit de la bouche de Brian Gregory, le nouveau GM, ou de Matich Bia directement, ou de Jordan Hunt une fois qu'il a été recruté, pour dire on veut une équipe qui se bat sur chaque ballon, on veut une équipe dure, qui joue dur et tout machin. Et effectivement, curieusement parce que c'est pas du tout ce qu'on avait eu jusqu'ici sur les promesses de Matich Bia, mais on a une équipe qui ressemble vraiment exactement à ça dans l'ADN. Ouais, Lucas, j'imagine que tu partages ce constat-là, et sur ce côté-là, le Sol est l'identité principale de cette équipe est vraiment l'élément qui lui permet de performer soir après soir. Oui, tout à fait, parce qu'en termes d'attaque, même si le collectif est fonctionnel, il reste poussif par moment, mais on a vu avec les Rockets de l'an dernier que c'est une formule qui peut te permettre de gagner, quoi. Ce combo d'avoir une attaque qui est moyenne sans être exceptionnelle, mais d'avoir par contre une défense qui mise surtout sur son agressivité, quoi. Là, les Suns, ils sont top 4 au rebond off et top 2 aux pertes de balles provoquées, ce qui correspond grosso modo à ce que cherchaient à faire les Rockets de l'an dernier, c'est-à-dire mettre une équipe où tu as surtout des grosses qualités athlétiques, surtout sur les joueurs qui vont défendre sur les porteurs de balles, de manière à être très agressif sur les lancements de jeu des équipes adverses, et ce qui va compenser ce que tu n'as pas forcément en termes de protection d'arceau avec les intérieurs que tu as à ta disposition. Si à côté de ça, tu vas pourrir tous les lancements de jeu pour que les intérieurs d'en face, ils aient pas la balle, pour qu'il n'y ait pas de drive ouvert, etc., c'est quelque chose qui devient vachement moins problématique, quoi. Et on l'avait vu avec Houston l'an dernier, qui était une attaque moyenne, mais qui était une défense exceptionnelle et qui était une énorme équipe au rebond off. C'est une formule qui peut te faire gagner. Donc là, la version des Suns que tu as, en tout cas par rapport aux années précédentes, semble une équipe beaucoup plus moderne, on va dire, qui mise beaucoup plus sur le mouvement, sur les qualités athlétiques, sur la rapidité, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus en phase avec les formules qui font gagner en NBA à l'heure actuelle. Oui, c'est ça, il y a cette mise à jour vraiment du logiciel, alors qu'effectivement, encore une fois, on va toujours faire la comparaison, mais ça risque d'être un des thèmes de la saison. De toute façon, on était sur une équipe des Suns, c'est sur des projets de jeu sur les saisons précédentes, et on peut notamment penser à la saison dernière, qui paraissait complètement anachronique, qui semblait pas vraiment adapté à ce que proposaient les équipes en face, et qui du coup se plantait aussi là-dessus. Et il y avait notamment ce déficit d'intensité, quoi. Là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, moi je le remonte. Enfin, t'as raison, les Rockets de la dernière, c'est un exemple incroyable parce que c'est vraiment ça, quoi. Ils ont maximisé tout ce truc-là. Moi, la première fois que j'ai vraiment vu ça, et je suis assez récent en tant qu'open de NBA, mais pour moi, le shift s'est fait aussi au niveau des Grizzlies de celui qui n'est plus leur coach maintenant, Tyler Jenkins, enfin voilà, c'est le début de cette équipe-là, avec justement avec Dillon Brooks. C'est l'élément commun à tous ces mecs-là, mais on va peut-être pouvoir y venir. En fait, c'est à quel point en fait ça dépend de lui. Je suis pas tant que ça, parce que c'était aussi le cas. Il y a eu une petite série de matchs où il était pas là, mais c'est vrai que donc Malo, on avait fait un podcast ensemble à ce moment-là, juste à son retour, et on était dans le truc de se dire bon, on ne sait pas trop encore en termes de positionnement dans l'effectif ce que ça donne. Aujourd'hui, il est vraiment le leader de cet état d'esprit-là, avec le grain complètement délirant qu'il a, mais en fait, c'est aussi une équipe à son image, en fait. Enfin, ces trois équipes-là dont on parle, du coup, les Grizzlies, pardon, il y a quelques années, les Rockets de l'année dernière et les Suns, c'est plus que le point commun, c'est vraiment l'identité qui tourne aussi autour de lui. Là, pour le coup, j'avais pas forcément prévu d'en parler si vite, mais c'est vrai que l'impact de Dillon Brooks, c'est peut-être le truc qu'on attendait le moins, peut-être dans ce début de saison. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, tu savais qu'il allait apporter cette énergie, cette fougue, ce côté fou, comme tu as dit, mais qu'il soit autant partagé par l'ensemble de l'équipe, c'était clairement clairement une surprise. Puis comme tu l'as dit, c'est vraiment le leader, on va dire, sur le terrain, dans le côté leader d'énergie, amener tout le monde vers le plus haut, dans le sens où on a critiqué Booker de nombreuses fois sur ça, où sur le terrain, c'est un peu je vais être bon et vous allez me suivre.
Là où Dylan Brooks, il apporte vraiment ce côté énergie et tout le monde se met au diapason. Et ce qui est vraiment complémentaire avec Devin Booker, qui en plus, en ce moment, connaît une période plutôt compliquée offensivement, en termes de réussite au tir. On le voit beaucoup s'énerver, notamment auprès des arbitres sur les derniers matchs. On sent qu'il voilà, il est frustré par son niveau actuel. Et ces périodes-là où Booker était pas forcément en forme, les autres saisons, bah, t'avais personne pour prendre le relais, pour vraiment pousser tout le monde vers le haut. Et bah, c'était pas Kevin Durant qui le faisait. Chris Paul le faisait d'une autre manière, beaucoup plus dans le contrôle, dans la gestion, bah, quand il était encore à Phoenix et encore en capacité. Donc, ouais, c'est vraiment un relais plus qu'essentiel aux Suns qui permet voilà de chaque soir pouvoir maximiser tout le monde, tirer tout le monde et bah même quand Booker est pas en forme, bah toute l'équipe va se battre, il va avoir des points faciles, il va lui aussi se mettre à ce niveau d'intensité qu'il a besoin surtout dans ces soirs-là où il est pas en réussite pour pouvoir exister, même si malgré tout il reste quand même enfin Devin Booker reste quand même l'arme principale de l'attaque des Suns et qui fait aussi que cette équipe tourne plutôt bien en attaque. Mm. Où quand il est pas là, enfin, on sent quand même sur les séquences où il est pas là, au bout d'un moment, il y a quand même un essoufflement et la défense qui est beaucoup plus facile pour les autres équipes. Donc même si il est pas forcément réussi, il y a ce côté où il attire quand même. Mm. Mais Dylan Brooks va vraiment apporter ce côté où bah, tout le monde va être à 110% chaque soir, chaque minute, chaque possession, comme l'a dit Lucas, dès le début de possession, il y a Jordan Goodwin qui va aller chercher le mec adverse pendant 2 secondes. Ça peut paraître con, mais c'est bah, 2 secondes où l'équipe a le temps de se placer, se mettre en place. Après, Dylan Brooks va prendre le relais, un autre va prendre le relais, mettre la pression. En fait, l'équipe adverse va commencer son attaque à 10-15 secondes restantes sur la pendule. Et bah, c'est une demi-possession, entre guillemets, où bah, t'es déjà en place. L'équipe a beaucoup moins de temps. Et si bah, sa première volonté, on va dire, son premier système va pas marcher, bah, elle va être plus en difficulté si elle a pas déjà perdu la balle plus tôt, quoi. Mm. Ouais, non, clairement, effectivement, et c'est même plus généralement, on va dire, à l'échelle d'un match, voire à l'échelle d'une saison, justement. Il y a un côté un peu, on en revient un peu toujours enfin, souvent à ça, en tout cas, avec les sports collectifs, mais un peu un côté de montrer un peu, genre, que tu vas pas te laisser marcher sur les pieds, que c'est toi qui es dans Mm. l'agressivité, plutôt que l'inverse, c'est pas toi qui subis, quoi. Et effectivement, enfin, d'une manière générale, tous les joueurs suivent un peu ce truc-là, mais ça reste, enfin, c'est un truc qui est impulsé, directement par Dillon Brooks. Toi, est-ce que, enfin, pareil, est-ce que tu attendais à ce que ce soit à ce point contagieux, Lucas? Et ben, voilà, comment tu juges un peu, cet impact-là de Brooks? Bah, disons que tu avais des joueurs qui, je pense, de leur côté, n'attendaient que ça, d'avoir vraiment un leader défensif à suivre. Parce que, bah, par exemple, Goodwin, là, que citait très justement Malo, c'est un joueur qui, lui, aime défendre comme ça. Gillespie, c'est un joueur qui aime défendre comme ça. Merci. Dunn, on a vu dès l'année dernière qu'il avait des qualités défensives qui étaient quand même conséquentes. Et bah, effectivement, quand tu as tout un groupe qui est capable de faire la même chose que toi, bah, forcément, tu as envie de le faire encore mieux, quoi. Et c'est vrai que quand tu as les bons éléments pour répondre, on va dire, à ce genre de leader, ça donne un rendu collectif qui est bien, quoi. Parce que si tu mets un Dylan Brooks dans une équipe où en défense, bah, c'est des gars un peu plus fainéants de nature, ou alors des mecs qui n'ont pas forcément les qualités physiques pour être de grands défenseurs, bah, au final, l'apport, il va être assez mineur, quoi. Parce que tu vas avoir un gars qui vraiment juste va crier sur tout le monde et personne qui le suit, quoi. Donc, il faut quand même que tu aies le bon personnel pour suivre derrière, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on va dire un peu culture setter, de vraiment un type qui arrive et qui donne une identité à l'équipe et qui donne vraiment une identité de groupe que les autres ont envie d'affirmer davantage. Et c'est vrai que des joueurs comme ça, bah, t'en trouves pas énormément. Mais tu vois sur les équipes qui ont eu du succès récemment et notamment à l'Ouest sur des équipes plus jeunes, on citait Houston tout à l'heure, Oklahoma City, c'est dans ce même moule. C'est beaucoup de joueurs qui sont pas forcément réputés pour leur défense à la base, mais à partir du moment où tu as une identité collective, où tout le monde est agressif en défense, bah, même des joueurs qui étaient des défenseurs solides, moyens, bah, deviennent des défenseurs plus parce que tu as toute l'identité du groupe qui fait que tout le monde défend fort, en fait. Et c'est vrai que Oklahoma City, ça a été la recette de leur succès avec des prototypes de joueurs où tu sors le 9e ou 10e mec du banc, il arrive, il défend aussi fort que tout le monde. Là, à Phoenix, tu peux réussir potentiellement à faire ça, même si tu as certains joueurs,
tu sais que même s'ils font les efforts, ils auront pas les qualités physiques pour être des grands défenseurs. Là, tu vois, par exemple, Royce O'Neal, on peut se dire, c'est fini, il sera plus jamais le défenseur qu'il était. Mais tu as beaucoup de jeunes joueurs qui, eux, ne demandent que ça, que de courir après les ballons, d'aller harceler les porteurs de balles, etc. Donc c'est vrai que quand tu as un leader défensif pour emmener tout ton groupe dans cette direction-là, c'est un vrai plus, c'est indéniable. Et effectivement aussi dans la perspective de régularité, moi je pense justement à Royce O'Neal parce que il y a effectivement le fait de la limite physique de il commence à vieillir et tout machin, mais par contre par rapport à l'année dernière, ce qui est assez intéressant, ça reste pour l'instant un échantillon comme on disait avant d'une 30aine de matchs, un peu plus, mais moi, par rapport à l'année dernière, où vraiment assez vite, finalement, il avait décliné dans l'intensité, dans l'engagement qu'il mettait Royce O'Neal, alors qu'il avait fait un très bon début de saison défensivement. Là, cette année, tu as un peu un côté de, il s'y fiche tous les jours, enfin tous les soirs, quoi, et il y retourne, effectivement, comme tu disais, entraîné un peu par cet état d'esprit collectif, le fait qu'il y ait plein d'autres jours qui soient dans cet état d'esprit-là. Mais effectivement, enfin, tu vois, il y a vraiment, et c'est valable pour Booker aussi, qui défend beaucoup plus fort. Tu vois qu'il fait de son mieux, en fait. C'est ça, Quoi, et c'est c'est ça ça. qui est important. Et je Oui, pense qu'il y a un joueur qui retranscrit vraiment extrêmement bien ça. C'est Mark Williams. Quoi. Parce que le clairement. truc, tu sais que c'est un gars qui a des lacunes en termes de placement, en termes de timing, etc. Mais putain, le type, il se donne. Mais Quoi. il se Il donne saute sur chaque action. partout, il court Clairement. partout. Tu sens vraiment que c'est pas un grand défenseur, ça le sera probablement jamais. Mais putain, il fait de son mieux, le type. Quoi. Il donne vraiment tout ce qu'il a pour essayer de bien faire. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Quand tu vois les pivots qu'on a eu ces années précédentes, qui étaient des gars qui étaient pétris de talent, mais qui étaient d'immenses flemmards, bah là, t'as un gars, effectivement, qui a des lacunes, mais qui se donne, quoi. Il fait de son mieux et l'impact, il est là, quoi. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un joueur qui, malgré ses limites, adhère totalement à l'idée, quoi. Vas-y, Malo, tu voulais dire un truc? Ouais. Ouais, mais tu le vois, il a des restrictions de minutes, donc il joue rarement plus de 25 minutes par match. Mais tu le vois, il fait des passages, il va sur le banc, le mec est HS total. Il va aller courir en contre-attaque, puisque pour le coup, il a vraiment des très bonnes qualités athlétiques. Pour un pivot, il est extrêmement rapide. Et tu le vois, il a les mains sur les hanches, il est KO, mais bah ouais, il fait son passage de 4-5 minutes. Il va, certains matchs peser vraiment et vraiment être un facteur X++ sur un passage où les Suns vont faire un bet de run et en fait il va mettre 8 points, il va te prendre 3 rebonds offensifs et il va réussir à te faire un ou deux contres parce que le système a aussi engendré ça et que ouais il se donne sur chaque action. Même un Nick Richards qui a vraiment aussi beaucoup de limites, encore plus que Mark Williams, tu vois que sur chaque action il limite trop ou à sauter à chaque fois, mais le mec en défense, il va jouer 5 minutes dans le match et il va te tenter 15 contre, il va tout donner à chaque fois, chaque rebond il va sauter. T'as un mec, un petit Jamari Bouillet qui doit faire un 85 à tout casser, il va arriver derrière, il va essayer d'aller choper le rebond sur l'intérieur adverse. Jordan Goodwin pour ça, il finit pas plus grand, mais le mec est limite le meilleur rebondeur de l'équipe. C'est c'est vraiment satisfaisant à regarder et ça pousse encore plus tout le monde à se battre. Même des joueurs qui peuvent être un peu plus, pas flemmards, mais qui ont ce truc de tranquille, de plus en contrôle, pas forcément dans le combat. En fait, ouais, t'es poussé au cul parce que tu sens que t'es le seul à pas le faire et que tu deviens un poids pour l'équipe, quoi. Et aussi, tu as l'effet d'entraînement de ça fonctionne, c'est-à-dire ça crée une dynamique, on va dire, dans l'équipe qui marche. En fait, tu fais des actions positives en ayant autant d'activité, d'intensité et d'engagement sur chaque action. En fait, tu finis par en faire. Tu fais des conneries aussi, évidemment, mais tu fais pas mal d'actions positives et ça t'encourage encore plus et ça met l'équipe dans un bon flow et tout machin. Donc effectivement, ouais, il y a un côté où tout le monde vraiment personne ne triche et tout le monde y va vraiment à fond dans cette idée-là et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Si bon là on a pas mal parlé de la défense, si on passe du côté de l'attaque, c'est vrai que c'est assez intriguant ce qui se passe. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et moi justement j'ai peut-être pas les clés. Alors peut-être qu'on peut se tourner vers Lucas qui est coach et qui a des éléments peut-être un peu plus intéressants tactiquement à nous donner. Enfin, c'est pas au même niveau. Hein. Non, évidemment, tu vois, mais au moins, tu vois, en fait, c'est plus par rapport à nous, tu vois, c'est plus tu vois peut-être mieux ce qui se passe en termes de construction de système que nous, voilà. Moi, ce qui me frappe un peu sur le début de saison, c'est le nombre de bonnes situations, de bons choix offensifs qui sont faits et finalement, encore une fois, ça compense le déficit de talent qu'on pourrait avoir, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette donnée-là. Je sais pas si t'es d'accord, Lucas, et comment tu l'analyses, toi?
Bah, disons que tu as quand même une dynamique de cuts qui sont utilisés sur la ligne de fond et autour du dunker spot qui permettent de valoriser tes shooters les plus médiocres. Et ça, en fait, déjà, c'est cool parce que tu sais que tu as des joueurs qui vont te pénaliser au shoot quand ils sont sur le terrain. Et si tu arrives à en faire une menace sans ballon, bah, tu as déjà quand même gagné une partie du combat parce que c'est trop facile pour une défense de totalement ignorer un joueur. À partir du moment où tu rends un mec comme Dunn, par exemple, ou un mec comme Goodwin plus dynamique en l'utilisant sur des cuts lignes de fond, ou sur des cuts plutôt verticaux dans le cas de Goodwin, bah directement ça reste une menace quand même pour la défense et ça permet de libérer un peu de pression autour de tes shooters, quoi. Après, en termes de circulation de balles, ce que proposent les Suns, c'est que ça reste quand même très très basique, je trouve, quoi. Où, pour le coup, même si tu as des séquences avec Ighodaro où il y a un peu plus de mouvement de ballon, on va dire, sur des ressorties intérieures, extérieures, etc. Bah, sinon, les lancements de jeu, ça reste très classique, hein. C'est du pick and roll haut comme 90% des équipes. C'est vraiment après le ballon il bouge, tu joues un peu rond autour de la ligne à 3 points. Jusqu'au moment où tu as un tir ouvert, bah, y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Ça reste du basket assez basique à mon sens. Mais bah, d'un autre côté, tu as quand même peu de joueurs qui sont vraiment des créateurs dans cette équipe. Donc, tu peux pas réellement espérer mieux. C'est pour ça que là, tu as un joueur comme O'Neal bah, est vachement utile parce que c'est un très bon connecteur, dans le sens où c'est un bon passeur, c'est un joueur assez altruiste, il a une lecture assez propre en général des défenses, et c'est vrai que ça permet d'avoir une circulation de balle un peu plus fluide à l'extérieur. Mais c'est vrai que tu vois, les séquences où quand lui il est pas là, quand Booker il est pas là, en même temps, et je parle même pas des séquences où il y a en plus pas Gillespie, t'es là, ouais, il y a des moments où c'est vraiment méga poussif, que juste tu fais bouger la balle et ça sert absolument à rien parce que tu déplaces zéro la défense, et ça finit par une ISO de 7 secondes de Brooks qui décide de jouer tout seul. Et c'est vrai, quoi, il y a des matchs, notamment sur les 10 premiers matchs de la saison où l'équipe se cherchait encore. Ouais, t'avais des séquences, c'était vraiment pas beau quand même, quoi. Carrément, Et c'était des trucs où vraiment Brooks il prenait plus de 20 tirs à chaque fois parce qu'il se passait rien en attaque, quoi. Mais Ça, là c'était vraiment maintenant, tout je trouve début que de saison. Ouais, ça c'était plus vrai sur les 10 premiers matchs que désormais, où il y a quand même une nette amélioration à ce niveau-là en termes de circulation de balles. Mais c'est vrai que ouais, sur les premiers matchs, ouais, si t'arrivais pas à trouver ton cutter en ligne de fond, il se passait pas grand-chose quand même. Mais effectivement, il y a aussi Ouais, c'est ça, cette idée de... Vas-y, Malo, si tu veux rebondir. Non, vas-y. Moi, je voulais juste dire, Non, avant de te passer la non, mais parole, je disais qu'effectivement, que il y a... c'était ouais, Ah, on a un on petit va dire. décalage. Non, mais je voulais dire que ouais, il y avait enfin, sur ces séquences-là, c'était vraiment, bah, t'essayes un truc, ça marchait pas. Après, pendant 15 secondes, t'es un pro et tu te retrouves avec Ighodaro à 3 points, balle en main à 5 secondes de la fin et il va faire un petit flotteur à une distance long où ça les mène à rien, quoi. Qui est un élément important. Moi, l'autre, enfin, effectivement, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Lucas. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un côté dans le jeu des Suns où les mecs ne se compliquent pas la tâche inutilement, sont sur des filières de jeu qui sont relativement simples. Effectivement, combien de fois on a vu aussi vraiment le truc très simple du drive and kick, et effectivement, tu vas chercher l'extra pass pour aller trouver le truc, le joueur ouvert. Ça, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on essaye, enfin, en tout cas, visiblement, parce qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de vraiment tenir une action dans leurs mains, de faire un pick and roll et tout, mais on essaie de se limiter à des choses simples et dans lesquelles les joueurs ont confiance et qui appliquent un peu, j'allais dire sans réfléchir, c'est pas vraiment le bon terme, mais de manière très convaincue, c'est-à-dire qu'ils vont être très déterminés, c'est-à-dire que vraiment t'as beaucoup d'actions des Suns où les mecs ne se posent pas de questions, ils savent, enfin tu vois, voilà, ils sont pas en train de réfléchir à est-ce que je vais prendre le tir, est-ce que je vais pas prendre le tir, quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais, après, moi, je trouve que c'est justement, ça fait partie du problème parce que Ouais. ça rend ton attaque assez Un peu trop prévisible par lisible. séquence où tu vois à peu près les circuits de circulation de passe qui sont tellement évidents, en fait, tellement limpides que pour la défense, ça devient simple, quoi. Et les Suns, niveau perte de balles, c'est la 6e équipe qui perd le plus de ballons en NBA, quoi. Et c'est pas parce que ils essayent de faire de trucs trop compliqués. Et ça, pour le coup, ça, c'est inquiétant, quoi. De Ouais, se dire clairement. que déjà, tu fais des choses très simples et malgré tout, tu perds quand même énormément le ballon, quoi. Et ça, pour le coup, à mon sens, ça fait partie du problème, le fait d'avoir justement une attaque trop limpide, trop simple, trop épurée presque, quoi. C'est à complexifier l'attaque, ça veut pas nécessairement dire que tu dois faire des choses plus compliquées avec le ballon, mais Ouais. juste des choses moins prévisibles, en fait. Ouais.
Et je vois ce que tu veux dire. C'est un point de vue intéressant et j'avoue la corrélation entre les deux, le truc de se dire, bah, ils font des choses simples, mais donc du coup, c'est plus facile derrière pour l'équipe, donc du coup, tu as plus de moyens de le contrer en défense. Effectivement, c'est un chemin d'esprit qui paraît logique, en fait, quoi. Et oui, qui fait que du coup, voilà. Après, moi, vraiment, pour moi, c'est lié aussi au cast, quoi, de l'équipe, quoi, et au fait que, bah, tu peux pas te permettre, mais peut-être qu'effectivement, tu as raison, l'idée, c'est d'essayer de trouver des cercles offensifs peut-être un peu différents et un peu plus complexes, sans demander trop de choses à des joueurs qui vont être utilisés dans ces systèmes-là, quoi. C'est peut-être ça la clé. Je sais pas effectivement, mais c'est bien parce que on commence déjà à basculer un peu sur les limites de cette équipe, quoi. Bah, disons, je pense que ça s'illustre assez bien avec les joueurs qui perdent le plus le ballon, quoi, parce que c'est pas du tout tes porteurs de balles et tes créateurs qui sont les plus grands générateurs de pertes de balles, quoi. Là, au niveau du pourcentage de pertes de balles, les Ouais. plus élevés, on va prendre que sur les joueurs qui jouent beaucoup, Ouais. c'est Hugo Darros, c'est Royce O'Neal, c'est Ryan Dunn, quoi. Et là, pour le coup, on parle plutôt de joueurs de bout de chaîne. Donc en soi, si c'est des joueurs comme ça qui perdent le plus le ballon, bah, c'est parce que justement, c'est les joueurs qui sont le plus prompts à s'en débarrasser aussi parce qu'ils n'en Ouais. veulent pas, quoi. Et c'est vrai que tu peux plus facilement cibler les éléments faibles de l'équipe d'en face en voyant, bah lui, ok, si je lui mets un peu de pression, il va volontairement chercher à libérer le ballon vers l'extérieur, et c'est à ce moment-là que tu peux le piquer plus facilement aussi, quoi. Donc, pour moi, le fait que ça soit des joueurs de bout de chaîne qui perdent le plus le ballon, ça illustre assez bien le fait que justement, bah c'est pas parce que tu forces des trucs trop compliqués que ça marche pas, quoi. Ouais. C'est aussi effectivement, ouais, voilà, c'est que tu peux être court-circuité dans ton fonctionnement parce qu'effectivement la défense sait où frapper dans Bah, le franchement, ouais, il y a des circulation, quoi. séquences où tu vois, tu te prends 2-3 transitions d'affilée sur la tronche parce que tu te fais intercepter au-dessus de la ligne à 3 points. Ça, c'est des pertes de balles qui sont terribles parce qu'elles sont hyper coûteuses en points de contre-attaque en Ouais, plus. carrément. Et là, il y a effectivement la défense en transition est quasiment impossible dans ce type de situation-là. Pour rester sur l'attaque, Malo, toi, est-ce que tu avais d'autres éléments, bah, on va dire dans le positif, mais qui sont aussi éventuellement à nuancer d'une manière générale? Bah, ouais, dans la nuance que j'apporterais, c'est que aussi, bah, en fait, les seuls joueurs qui peuvent justement t'apporter cette création, beaucoup plus de variété, notamment balle en main, sont absents. Je pense à Grayson Allen qui est absent depuis quelques matchs. Enfin, de part, Il c'était a une pris un peu blessure ce de rôle-là, ouais. 2-3 jours, ça fait déjà presque 2 semaines qu'il est absent. C'est ça qui avait pris ce rôle-là vraiment début de saison, qui est vraiment progressé en création pour les autres, en justement profiter des espaces qu'il crée. Jalen Green, bah, on en a rapidement parlé, mais je pense que d'un côté, ça joue aussi beaucoup, juste qui a apporté voilà, ce côté beaucoup plus tranchant dans le drive, tout ça. Et bah ouais, tu te retrouves parfois avec 2-3 joueurs qui, comme disait Lucas, savent pas vraiment quoi faire du ballon s'ils sont pas dans de bons spots. Donc c'est sûr que ça n'aide pas. Et pour le matériel qu'il a, je trouve que Jordana a quand même réussi à construire une attaque quand même plutôt solide. Et notamment, bah, en fait, en restant sur les principes qu'on a parlé tout à l'heure pour la défense, mais l'agressivité, le seul se battre sur chaque ballon. Vu qu'elle disait tout à l'heure, on est top 4, je crois, ou je sais plus c'était quoi le chiffre, mais en rebond offensif. En fait, ça te permet il y a des matchs où, en fait, tu vas aller marquer plus de 20 points sur le rebond offensif. Et du coup, bah, ces 20 points à l'arrivée, c'est soit tu gagnes ou soit ça te permet de rester dans le match. Il y a clairement 4-5 matchs où si tu ne prends pas tout ce rebond offensif là, tu te fais blow-out dès la mi-temps et en fait le match c'est même plus un match et finalement tu réussis à le gagner parce que tu restes dans le match et en fait bah t'as un Gillespie, un Booker, un Dallon Brooks ou autre qui va prendre feu sur une petite séquence et tu vas faire la différence. Donc c'est ouais, d'un côté il y a le manque de qualité qui fait que cette attaque bah reste quand même voilà moyenne basse on va dire, ouais moyenne, mais voilà, les compenser par ce facteur agressivité, énergie, qui encore une fois, bah, te fait vraiment limiter la casse. Après, il y a un côté positif quand même de cette attaque, je trouve, c'est les mouvements sans ballon, les écrans sans ballon, et réussir à libérer les joueurs un peu à l'opposé du panier, notamment sur les remises en jeu, où tu arrives quand même assez souvent à trouver des tirs ouverts en plus pour des shooters ou des joueurs que tu as envie de trouver. Je pense à Booker ou Gillespie qui arrivent quand même à être mis dans de bonnes conditions assez rapidement sur des remises en jeu ou sur des attaques. Voilà, dès que la prise à deux se fait sur Booker, quand il y a Gillespie ou Grayson Allen sur le parquet, je trouve qu'on arrive plutôt bien à faire les décalages et à les concrétiser en les trouvant dans de bonnes conditions. Parce qu'en plus, on a des shooters, on n'en a pas énormément, mais nos shooters
identifiés sont quand même vraiment réussis de cette saison, hormis Devin Booker, quoi, qui est vraiment sur une saison cata dans ce domaine. Ouais, Non, je suis d'accord avec toi. Les shooters sont très bien valorisés. Ça, effectivement, c'est cool parce que tu as quand même des joueurs qui ont des profils intéressants au shoot, pas parce qu'ils sont à droite ou que ce soit, parce que ce sont des gars qui sont capables de shooter en mouvement. Et c'est vrai que ça, c'est quand même différent d'un simple shooter de spot-up qui, même s'il est très bon, bah, au final, tu dois le trouver dans des conditions très optimales et c'est pas forcément évident tout le temps à trouver. Par contre, si effectivement, avec des petits pin down, des écrans dans les corners, tu arrives à remonter tes shooters depuis la ligne de fond vers le haut et qui peuvent shooter en mouvement, ça change directement tout le dynamisme de ton attaque, quoi. Et c'est vrai que Gillespie, c'est un shooter vraiment prodigieux en sortie d'écran, comme ça, il est vraiment excellent. O'Neal, il est très bon aussi, parce qu'en plus, il a cette petite feinte en plus qui permet d'éliminer les défenseurs en retard. Ok. Grayson Allen, excellent aussi dans ce registre. Booker, techniquement, il en est parfaitement capable. Après, comme tous les ans, la réussite, elle fluctue, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as des systèmes qui permettent de valoriser les qualités au shoot de tes joueurs, c'est quand même que tu as correctement pensé ton attaque, quoi. Le but d'une attaque, c'est de mettre en valeur les joueurs dans ce qu'ils savent faire de mieux, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, quand ce qu'ils savent faire de mieux, c'est un atout énorme pour un collectif et ça rend une attaque beaucoup plus efficace, comme du shoot à 3 points en sortie d'écran, c'est clairement une arme que tu aurais tort de pas valoriser, quoi. Et c'est vrai que mettre en avant tes meilleurs shooters avec des systèmes qui les mettent dans des conditions où ils sont capables de rentrer les tirs et ce sont des tirs qu'ils affectionnent, c'est un gros plus pour une attaque, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est très intéressant pour le coup. Je prends vos paroles et je constate qu'effectivement, oui, il y a aussi une optimisation de ce côté-là. Et de toute façon, et donc pour rebondir sur la question du jeu de possession, c'est aussi un truc qui est admis un peu par les Suns, c'est-à-dire on va miser justement sur les possessions en plus. Enfin vraiment, c'est un peu la base de ce truc-là. On parlait des Rockets, de machin. Et oui, c'est censé compenser un peu cette limite-là que tu peux avoir dans la création. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, alors peut-être elle est en deux parties puisqu'elle concerne aussi ce qu'apporte Colin Gillespie depuis le début de la saison. Pareil, qui sont au-dessus des attentes même en termes de création. T'en as parlé un peu malo. C'est à quel point en fait il y a du potentiel d'amélioration justement pour espérer des systèmes un peu plus compliqués à lire pour les défenses adverses. Et pour espérer un peu plus de variété aussi, avec les retours attendus, on imagine que ça arrivera un moment, en tout cas on espère que ça arrivera, de Grayson Allen et de Jalen Green. Est-ce que pour toi, Lucas, ces deux joueurs peuvent modifier un peu la donne sur le plan offensif pour Phoenix? Grayson Allen, je pense que oui, parce que clairement, c'est une qualité de passe qui fait quand même pas mal défaut à l'équipe ces derniers temps, quoi. Surtout que sa blessure est assez nébuleuse, dans le sens où on n'a vraiment aucune communication de l'équipe dessus, quoi. Il est noté out, et puis des fois doubtful, et puis des fois game time decision, et en fait, ça fait 3 semaines qu'il joue plus, quoi. Mais lui, pour le coup, effectivement, c'est un joueur qui clairement peut fluidifier un collectif, et on avait vu en début de saison qu'il était très précieux dès les premiers matchs, quoi. Après, c'est vrai que pour Green, on est plus sur du scoring, mais c'est un scoreur qui perd peu la balle, quoi, parce que c'est un jeu beaucoup plus frontal, quoi. Et c'est vrai que Malo le disait tout à l'heure assez justement, un joueur comme ça simplifie aussi la tâche pour les autres parce que la défense doit le surveiller davantage et le coller parce qu'il est très très rapide, quoi. Donc quoi qu'il arrive, ça sera du positif. D'autant que, malgré leurs absences, l'équipe a pas nécessairement cherché à les remplacer en jouant plus grand, quoi. On reste quand même sur des systèmes avec beaucoup d'extérieur, chose qui en début de saison s'imposait un peu parce que tous tes meilleurs joueurs évoluaient sur les mêmes postes. Mais là, malgré les absences, tu pourrais te dire, c'est l'occasion, machin, de faire jouer des joueurs un peu plus grands, d'essayer d'autres configs, etc. On reste dans une config très petite dans laquelle ces deux joueurs, de toute façon, vont retrouver la place qui leur était promise en début de saison. Et ça va pas, on va dire, révolutionner la manière dont l'équipe joue, donc ça va juste l'améliorer. Oui, il parle juste encore une fois, le fait que tu as des joueurs de niveau un peu supérieur, en tout cas qui offrent des trucs C'est ça, un peu qui t'offre supérieurs. plus de justesse technique, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors Et pour puis, justement je pour pense ce qui que est de la taille, vas-y Malo. Ah bon. Pardon. Je pense que l'aspect où ça va le plus se faire ressentir, c'est surtout dans les sorties de banc qui sont déjà Phoenix, c'est un très bon banc qui fait vraiment généralement mal aux équipes adverses, mais dans le sens où Djamari Bouye qui fait encore une fois pour les attentes qui étaient nul, qui fait quand même un très bon début de saison, dans le sens où ces minutes, ce sera Grayson Allen ou Colin Gillespie à sa place, ou les possessions où Jordan Goodwin doit aller attaquer le panier machin parce que on le disait, il se passe pas grand chose et qu'il reste plus de temps sur la pendule et qu'il faut trouver quelque chose. Ce sera par exemple Jalen Green à sa place. Et ouais, ça, même si fondamentalement ça va pas changer, même si le jeu ne change pas forcément avec ces joueurs-là, on va dire. Si tu échanges ces joueurs-là, t'as quand même beaucoup plus de points
ou en tout cas de bonnes situations à la fin de la rencontre, c'est indéniable. Effectivement, on peut, je pense, le résumer à ça. On verra de toute façon comment ça va se passer avec les retours. Effectivement, bah, on peut peut-être faire un petit aparté parce que vous en avez parlé un peu, mais sur les blessures, moi je trouve que cette saison, c'est peut-être en tout cas, ouais, le truc principal qui est un peu foiré, quoi, du nouveau coaching staff et tout, c'est la communication sur les blessures. Parce qu'en fait, c'est la même chose pour Green. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de sa première blessure, on a vraiment eu Ott qui pendant 3 semaines nous a dit: «Non mais là, ça va, il a repris, il devrait être dispo d'ici quelques jours», et il redisait ça, pendant plusieurs semaines consécutives, quoi. Et là, bon, bah, alors du coup, on ne sait pas vraiment si c'est de la précaution, le fait que ça a été prolongé, l'indisponibilité de Jalen Green récemment, ou si c'est juste le fait que bah, sa blessure a rechuté. On est un peu dans le flou par rapport à ça. Effectivement, l'histoire avec Allen, c'est presque un sketch. Donc ouais, franchement, c'est vrai que c'est un peu le truc sur lequel c'est difficile à lire, quoi. C'est difficile à lire. Ouais, après, c'est vrai que c'est toujours le cas depuis le changement de front office, quoi, parce que c'est vrai que, je veux dire, à l'époque où tu avais vraiment un gros insider des Suns qui était Paul Coro et qui, du coup, a démissionné pour aller couvrir plutôt au niveau universitaire, il y avait des insiders qui avaient vraiment des infos sur les blessures des Suns, etc. Chose qui est quand même beaucoup moins vraie aujourd'hui Ouais, parce c'est ça, que, bah, Gambo, qui est quand même l'insider pour un peu tout ce qui est sport à Phoenix, Mhm. le front office précédent avec James Jones, il avait 0 touche dedans, il n'avait pas une info pendant 5 ans, il n'a pas eu une info, quoi. Donc du coup, bah, le fait que tu aies un nouveau front office, etc., il y a finalement peu de journalistes qui ont des touches et des accès, et tu as peu d'infos qui fuitent, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où tu pas de communication officielle de l'équipe, tu pas d'infos. Et il faut faire avec, quoi. C'est la vie, mais d'un côté, moi je préfère ça, à la rigueur, avoir un front office plutôt hermétique. Ouais. C'était plus le cas avant l'arrivée de Matisse Bia, je trouve quand même, où c'était vraiment, pour le coup, il y avait 0 info qui sortait sur toute la période James Jones. Là, tu sens quand même depuis 2 ans, ouais, il y a des trucs qui sortent un peu à droite à gauche, quoi, mais malheureusement, c'est pas nécessairement les infos les plus utiles. Ouais. Enfin, Oui, ou c'est alors ça, pour remettre dans en le côté contexte certains plus petits trucs. extra sportif, trade et tout, t'as vraiment Mhm. ouais, t'as beaucoup plus d'infos qui sortent. Là, c'est beaucoup plus transparent. Enfin, au contraire, c'est beaucoup plus trouble au niveau des blessures. Après, je pense qu'il y a aussi un fait que cette saison, notamment, les équipes prennent beaucoup plus de précautions avec leurs joueurs importants, notamment, pour éviter de les refaire venir trop tôt, de forcer un peu sur les blessures ou autre. Quand tu as vu l'hécatombe qu'il y a eu pendant les playoffs derniers, je pense que ça a quand même un impact. Même tu vois la gestion autour de Wemby où tu sentais que la blessure était pas vraiment grave, mais que voilà, il a mis du temps à être intégré et que quand il a été réintégré, ça a été très doucement. Et moi, ce qui me fait penser que c'est pas vraiment très grave, notamment pour Jalen Green qui a joué un match et un demi-quart-temps, on va dire, depuis le début de la saison, c'est que bah il est là à chaque match, il est présent à chaque fois et que bah il a pas l'air de vraiment, enfin, il est pas en béquille, il est pas en fauteuil, Mhm. enfin, il se tient debout, il marche plutôt normalement. Dans le sens où, voilà, je pense que c'est plus de la précaution qu'autre chose, surtout vu que l'équipe tourne bien, tourne limite mieux que ce qu'on attendait. Je pense que Ouais, et c'est puis c'est des vraiment blessures sur pour un poste où tu es éviter. déjà très bien fourni en plus, donc t'as pas vraiment besoin de précipiter le En retour des plus, joueurs. Si effectivement ça laissait un trou béant à un poste où t'as que un bon joueur, ouais, ça aurait été peut-être que tu te précipites un petit peu plus, quoi. Mais là, pour le coup, je veux dire, des arrières, C'est c'est pas ça. ça qui manque, quoi. Ah, Si tes gars ils sont blessés, bah tant mieux, ça permet de filer un peu plus de minutes à des gars qui en auront peut-être moins le reste de la saison. mhm. Ouais, et puis il y a et vraiment eu même un dans facteur le sens Gillespie où, là-dessus, hein. Vas-y, finis. ouais, c'est clair. Et même, tu vois, la gestion autour de Mark Williams, notamment, qui a quand même un physique très fragile, ça se passe très bien cette saison. Il joue pas les back-to-back. Enfin, il a commencé à en jouer lors Il a joué son du premier dernier là, ouais, back-to-back contre les Pels, les ouais. Pels, ouais. Mais tu vois, Mhm. bah, il y a une bonne restriction de minutes, mais pourtant, on voit que sur le terrain, il est pas du tout limité. Lucas en Mhm. parlait notamment tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a pas non plus d'inquiétude vraiment à avoir sur la gestion des blessures, dans le sens où le reste a l'air plutôt bien géré. Et je pense que c'est beaucoup plus de la précaution. Et comme disait Lucas, bah, il y a pas d'urgence, en fait. L'équipe tourne bien. T'as des joueurs qui se montrent et qui, par exemple, qui peuvent faire augmenter leur valeur ou des choses comme ça, qui n'est pas non plus à négliger dans la gestion de ces blessures, quoi. Ouais, ouais, bah, ouais, clairement et du coup un peu en miroir de ça, ce qu'on disait sur les arrières, tu peux moins te le permettre, à l'intérieur, et c'est peut-être, la question suivante que j'aimerais vous poser, messieurs, c'est
peut-être en fait, c'est pas le secteur de jeu, en tout cas la partie de l'effectif des Suns qui est un peu la plus ambivalente de cette saison, parce qu'on est vraiment, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est vraiment satisfait en tant que fan de voir des choses différentes apportées par Mark Williams par rapport à tout ce qu'on avait eu les années précédentes. Mais néanmoins, ça reste peut-être notre secteur de jeu le plus faible en termes d'effectifs, parce que vraiment, on est. En fait, alors je sais pas, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que Mark Williams est plus important dans notre roster par son profil et parce qu'il est le seul à avoir ce profil et à pouvoir apporter ça. Que par véritablement son niveau, en fait. Enfin, tu vois, je sais pas si vous voyez l'idée, mais dans le sens où c'est vraiment plus encore que ce qu'il apporte sur le terrain, c'est le fait qu'il est le seul à pouvoir apporter ça dans la configuration actuelle de l'effectif, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, et ce que vous pensez généralement du secteur intérieur. Je pense que c'est le seul à porter tout ça à la fois, surtout, quoi. Ouais. Où pour le coup, le côté athlétique, tu l'as avec Nick Richards, mais qui par contre, lui, a des mains en pierre, quoi. Donc, Complètement, ouais. donc effectivement, tu perds énormément en qualité de finition quand tu l'as sur le terrain. Même chose avec Ighodaro, là, sur la finition. C'est mieux ces dernières semaines, mais oh là là, le début de saison, c'était catastrophique, quoi. Complètement, ouais. T'as l'impression que le ballon, il passait même pas au-dessus de l'arceau, quoi. Mais ouais, de toute façon, je veux dire, les intérieurs, à part pour de la pose d'écran, sont finalement assez peu impliqués, ce qui est assez surprenant quand on voit la manière dont Hot fonctionnait à Cleveland. Et le modèle est quand même très très différent, quoi. Mais c'est vrai qu'il s'est bien adapté au personnel qu'il avait, quoi, dans le sens où je crois que c'est le match contre les Wizards, Ighodaro, il joue une demi-heure, il doit prendre 3 tirs, tu vois, quoi. C'est vrai, c'est vraiment. Après, ça témoigne aussi d'un collectif qui arrive pas forcément à trouver des tirs faciles pour ses intérieurs. Mais d'un autre côté, c'est des joueurs qui, de toute façon, sont tellement faibles à la finition en dehors de Mark Williams que c'est pas des joueurs que tu as envie de trouver de toute façon, hein. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez préoccupant à ce niveau-là. T'as quand même une rotation de qualité NBA, hein. Ighodaro, c'est un vrai joueur NBA. Plutôt, comme un gars l'a dit dans les commentaires de la preview de début de saison, plutôt un joueur gadget, effectivement, dans le sens où il a des qualités d'intérieur que peu d'intérieurs ont, mais par contre, il lui manque les qualités de finition que tous les intérieurs devraient avoir. Donc c'est vrai que c'est pas parfait, quoi, mais ça reste un vrai joueur NBA. Et après, effectivement, sur le poste 4, où tu as réussi plus ou moins à fixer Dunn, Nigel Hayes-Davis, grosse déception quand même, hein. Pour le coup, le niveau au shoot est tellement en dessous de celui des autres que tu peux pas le faire jouer, quoi. Et il apporte pas assez en dehors. Ça a l'air d'être un mec hyper sympa, tu vois toutes les vidéos de l'équipe, tu sens que c'est un vrai glue-guy, vrai joueur, vrai gars de vestiaire et tout. Mais c'est vrai que sur le niveau basket, il a pas le niveau de cette équipe là, clairement pas, quoi. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner avec Fleming en rotation, quoi. Mais c'est vrai que sur le poste 4, à part Dunn, pour le moment, t'as pas grand chose, quoi. Ouais, effectivement, là, il est en train d'essayer d'inclure un peu Fleming en lui donnant de plus en plus de minutes. Alors, il a pas joué contre les Cavs. Peut-être qu'effectivement, il est dans une option. Je le mets contre les équipes un peu plus faibles, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, effectivement, il a joué là dans les 2 matchs contre les Pels et contre les Wizards. Il a un peu plus de minutes et effectivement, il doit apporter ce truc-là. Parce que t'as raison, c'est pas mal un ensemble dans le secteur intérieur, c'est de se dire, au-delà même du poste 5, il n'y a pas assez de solutions de taille en poste 4 pour que ce soit vraiment solide, on va dire, en termes de rotation à l'intérieur, quoi. Je sais pas si t'es. C'est ça, le côté laboratoire, finalement, on l'a assez peu eu parce que tu as trouvé assez rapidement une formule qui le satisfaisait. Mais c'est vrai que sur les joueurs, le poste 4, c'est vraiment le truc sur lequel il expérimente le plus. Quand on avait vu le passage à Isaiah Livers, là, notamment sur le mois de novembre, qui était assez séduisant, mais c'est vrai que ça reste un joueur assez limité, quoi. Et c'est vrai que pour le moment, sur le poste 4, tes options, elles sont pas faux folles, quoi. Donc de ce côté-là, il va continuer de creuser, il va continuer de chercher. Sur les autres postes, je pense qu'il a à peu près trouvé ses réponses et ses rotations. Mais c'est vrai que sur celui-ci, ça reste encore en chantier. Parce que c'est clairement le poste le moins fourni en tant que qualité au niveau de l'effectif, quoi. Et encore une fois, pour les raisons qu'on disait avant, tu peux pas vraiment te permettre de décaler au saut en 4. Donc voilà, quoi, il y a aussi ce problème-là. Vas-y, Malo. Oui, tout à fait. Ouais. Je veux dire, tu pars déjà sur des joueurs non-shooters avec Dunn et Hayes. Tu vas pas mettre Ighodaro sur ce spot-là parce que lui, en plus, il a pas le drive, quoi. Donc ça, mais il fait une saison satisfaisante, Ighodaro, dans son rôle, vraiment. Ouais, clairement, je veux dire, la saison a mal démarré, mais petit à petit, il trouve sa place, il prend ses minutes, il trouve son rôle. Non, moi, je trouve sa saison satisfaisante pour le moment. Il n'y a pas vraiment de nette progression par rapport à l'an dernier, mais le niveau plancher, le niveau d'un bon backup NBA, enfin d'un honnête backup NBA, on va dire. Donc là, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que gardons-le en 5, tu vois, pour le moment, en 4, on va trouver les solutions autrement. Pour le moment, on les a pas, mais on va continuer de chercher. Et on a toujours cette possibilité qui est appliquée match après match, mais de Brooks qui défend plus haut que sa taille, donc malgré tout, il peut défendre sur les postes 4 et tout machin, donc ça sert aussi à ça. Mais Malo, vas-y, je te laisse si tu voulais enchaîner. Oui, c'est ça.
Non, bah, je disais, Lucas disait, en fait, on a quand même une rotation intérieure de niveau NBA et c'est déjà une avancée C'est vrai de qu'en ouf. fait, l'année Déjà, dernière, ça change. il y Quand avait tu quand même passes Nurkic de... et Nick Richards à un moment, ouais, c'était l'enfer. C'était l'enfer. T'as eu du Nurkic Eubanks, enfin, t'as eu des Ah, j'avais trucs, oublié de ça, genre putain. les deux mecs n'avaient pas de niveau NBA, tu vois. Alors, donc là, Mm. t'as un pivot titulaire avec Mark Williams qui bah, montre de bonnes choses et qui, voilà, avec le temps, la régularité, retrouver aussi du rythme, lui qui a raté énormément de matchs, bah, peut s'imposer comme un bon joueur NBA qui apporte vraiment, qui peut créer des problèmes aux défenses adverses et voilà, faire le taf en défense, notamment au rebond. T'as un Ighodaro qui, comme l'a dit Lucas, bah, fait un bon début de saison, il fait ce qu'il sait faire. Il n'y a pas de folie non plus, voilà, c'est pas la folie non plus, mais voilà, il apporte dans son rôle et tu as quand même des perspectives d'évolution. Enfin, tu peux pas trop faire pire dans le sens où tu as deux jeunes joueurs, tes deux choix de draft de l'été dernier, ils sont pas ou peu utilisés et qui pourront qu'améliorer dans le temps ce secteur-là. Donc, il y a Mm. pas d'urgence non plus, dans le sens où voilà, t'as pas d'obligation de résultat sur cette saison. Tu fais du mieux que tu peux, tu essaies d'aller accrocher une post-saison, que ce soit play-in, les playoffs, ça risque d'être quand même compliqué, mais voilà, de jouer quelque chose en fin de saison, bah voilà, mais t'as pas non plus une urgence et il commence à faire jouer Fleming qui a plus montré des choses intéressantes sur les quelques matchs où il a joué, bah, contre des adversaires plus faibles, c'est ça notifié, mais notamment en Mhm. rebond ou en défense, où il a quand même montré de choses très intéressantes et avec la Ah oui. continuité, tu peux te dire que bah, si l'année prochaine, fin de saison, il arrive à devenir vraiment ce backup au poste 4 avec choper sa quinzaine de minutes, bah, t'es très content. Ce qui sera le cas, je pense, avec Kaman Maluak d'ici un peu plus tard, d'ici quelques mois ou la saison prochaine. Le temps Mm. de se développer tranquillement. Croisons les doigts quand même parce que c'est vrai que pour l'instant c'est quand même l'autre gros point noir du côté des Suns, c'est qu'on l'a pas, enfin on l'a pas vu du tout et comme on en avait parlé vite fait dans l'épisode qu'on avait fait ensemble avec Greg Malo, c'est totalement justifié le fait qu'il ne joue pas par ces quelques apparitions où tu te rends compte qu'il a pour l'instant il est pas du tout au niveau en termes de rythme, de mobilité, d'intensité de ce que tu mets dans un match NBA. Pour l'instant c'est tout à fait logique qu'il joue pas, mais effectivement ça reste assez enfin ça reste un point d'interrogation quoi. Ça reste un vrai point d'interrogation. Je saisis quand même au vol la transition que tu nous as faite, Malo, parce que bah, effectivement, la bonne question, c'est aussi ça. C'est on, de manière assez inattendue, on a des certitudes un peu sur ce que nous proposent les Suns là, cette saison à l'approche de la mi-saison. Euh, on s'est installé, solidifié dans ce haut du ventre mou, on va dire, à l'Ouest, qui correspond un peu à ce que montre l'équipe en termes de niveau. Donc, on peut le dire, c'est quoi, c'est 12e à l'offensive rating et 13e au defensive rating ou l'inverse. Mais c'est une équipe un peu mid, tout simplement, qui joue un peu la zone du play-in, quoi. On est un peu au-dessus des autres candidats, même si Golden State la revient bien sur les derniers matchs. Là, comment est-ce nous, en tant que fans, on prend ce truc-là? Est-ce qu'on se dit, bah, l'objectif, c'est de continuer comme ça, on sait où on va aller, de toute façon, voilà, il y a un plafond qui est infranchissable? Ou est-ce qu'on se dit, bah, en fait, peut-être que l'équipe, avec ces qualités-là, peut faire chier beaucoup de monde dans une perspective de post-saison en conférence Ouest? On se retrouve dans Valley-Hoop après cette pause impromptue. Les auditeurs qui sont aussi les téléspectateurs et qui nous voient ont remarqué que les décors, les lumières et peut-être même nos accoutrements ont changé un peu. Il y a eu un petit problème technique qui fait que bah, on a perdu la fin de l'émission et qu'on voulait l'enregistrer à nouveau. Messieurs, bah, du coup, ça va me permettre de poser la question un peu différemment par rapport au premier enregistrement. On voulait, en conclusion un peu de cet épisode-là, de bilan un peu sur la première partie de saison des Suns, bah, s'interroger sur ce que peuvent espérer les Suns cette saison. Et cette question, je vais vous la poser un peu d'une manière, elle est pas provocatrice, mais vu en plus que bah, depuis la première partie de l'enregistrement, il s'est passé plusieurs jours. Il s'est passé notamment le back-to-back contre OKC et Houston, où donc Phoenix gagne de 3 points contre OKC, puis perd de 3 points contre Houston, à chaque fois dans les dernières secondes du match. On voit qu'en fait, on n'est pas si loin que ça de ces équipes qui nous devancent au classement. Donc la question, monsieur, elle est très simple, après ce long tunnel introductif.
Est-ce que les Suns doivent plutôt regarder au-dessus ou en dessous, en fait? Est-ce qu'ils doivent plutôt essayer d'espérer accrocher une des places directement qualificatives pour les playoffs ou regarder derrière et se dire: «Non, non, on sécurise la 7e place». L'idée, c'est avant tout de sécuriser la 7e place et advienne que pourra. Bon, question un peu facile, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Malo, tiens, pour commencer là-dessus. Bah, enfin, logiquement, puis surtout, t'as envie de regarder au-dessus parce que tu l'as montré sur ces 2 matchs, t'as clairement le niveau d'une équipe de top 6 de conférence. Même déjà au niveau du classement, ça s'est resserré, donc un peu moins, après le match contre Houston, donc la défaite. Mais entre le match de OKC et Houston, t'étais seulement à 2 matchs, 2 victoires du top 3. Donc voilà, c'est une conférence qui est quand même vachement serrée, surtout dans ces places 3-6, 3-7, si on se compte dedans. Donc il y a quand même des choses à faire. On a vu aussi que les équipes qui sont devant ont quand même des faiblesses, sont pas imprenables tout au long de la saison. OKC, c'est plus compliqué en ce moment. Ils ont encore perdu la nuit dernière à l'heure où on enregistre cette deuxième partie. Donc voilà, même contre nous, ils ont montré quand même quelques faiblesses. Pareil pour Houston qui a quand même montré pas mal de lacunes hier soir. Donc voilà, il y a la place de. Enfin, ces équipes sont pas du tout parfaites et pas forcément au niveau auquel on s'attendait en début de saison, même si on est qu'au début de saison entre guillemets, donc ils ont le temps de nettement s'améliorer pour des équipes qui veulent être prêts pour le mois de mai, quoi, pour le mois de fin avril, mois de mai. Donc ouais, t'as envie de regarder devant, t'es capable. Et surtout, comme on disait sur la première partie, tu as cette régularité qui fait que chaque soir, en fait, tu vas être capable d'aller poser des problèmes à l'équipe adverse. C'est pas où c'est un peu la loterie. Si on tombe dans un bon soir, on peut aller les gêner. Non, t'as eu un peu les 2 cas de figure contre OKC où t'as aucune adresse, surtout en début de rencontre, et t'arrives mine de rien en mettant cette énergie avec le banc qui apporte beaucoup de choses à justement rester dans le match et au moment où l'adresse revient, passer devant et gagner en toute fin de rencontre. Contre Houston, c'était un peu l'inverse, où deuxième nuit de back-to-back, en plus t'as eu des problèmes de transport, tout ça, donc pas mal de fatigue. T'as beaucoup d'adresse en début de rencontre, et après tu restes dans le match avec cette énergie qui t'a un petit peu manqué, qui te fait défaut sur la fin et qui te coûte le match, quoi. Donc je pense que t'as les armes d'aller chercher plus haut, surtout que on n'a pas trop parlé, mais Phoenix, c'est une équipe qui réussit très très bien à domicile. Ça s'est montré contre OKC où le public a joué un rôle important, et je crois qu'on a le 3e meilleur bilan de la ligue à domicile ou à l'ouest. Je sais plus exactement la stat, mais donc voilà, t'as quand même un avantage à domicile qui est exploitable. Donc voilà, après t'as un calendrier qui reste compliqué, le 3e plus difficile si on prend l'indicateur un peu de référence dans ce domaine-là. Donc voilà, t'as envie de regarder devant, surtout que les équipes qui sont derrière n'ont pas du tout cette régularité-là qu'on a, pardon, dans le sens où Golden State montre encore trop de faiblesses, hormis Curry. Memphis, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça, puis ils ont quand même pas mal de retard. Les Clippers, c'est pareil, puis t'as l'aspect blessure qui rentre en jeu, pareil pour les Mavs. Donc ouais, tu es dans une zone où t'as quand même l'impression d'avoir un petit cran d'avance sur les équipes derrière. T'as peut-être un petit cran de retard sur les équipes devant, mais cette régularité et le fait que ce soit serré te permet d'y croire, notamment, surtout si tu arrives à avoir un effectif au complet. Là, il y a Grayson Allen qui est revenu, donc au moment où on enregistre ce podcast, qui a montré quand même de belles choses, notamment au début de match, avec justement son playmaking qui est revenu et qui a vraiment fait du bien à l'attaque des Suns sur cette première mi-temps. Donc ouais, t'as de quoi faire. Après, t'es pas favori entre guillemets pour aller en play directement, mais je pense que tu as de quoi sécuriser largement au moins une 8e place, on va dire, et de t'assurer au moins 2 matchs d'off-season. Donc forcément, tu as envie de regarder plus haut, même si voilà, c'est pas forcément un objectif en soi. Tu termines la saison 7e ou 8e, elle sera quand même réussie, sauf cataclysme en deuxième partie, mais elle sera quand même réussie au vu de tout ce qu'on voit depuis le début de saison et qui devrait être amené à continuer vu ce qu'on voit d'ici là, quoi. Mmh. Toi, Lucas, est-ce que tu es d'accord avec ce constat général que vient de poser Malo? Pas tout à fait, dans le sens où je comprends tout à fait la perspective. Après, moi, je reste quand même plutôt regarder dans le rétro, dans le sens où il y a des équipes derrière qui sont quand même encore en rodage et qui ont moyen d'avoir un niveau supérieur à ce qu'elles proposent pour le moment.
Je pense notamment aux Clippers ou à Memphis qui ont mis longtemps à se mettre en route et où ça commence davantage à cliquer. Et même, tu vois, même les Warriors qui, pour le coup, rament un peu et qui ont besoin de gros matchs de Curry pour que l'équipe arrive à faire des résultats, ils arrivent quand même à en faire alors que ça tourne pas très bien, quoi. Donc, je me dis que Phoenix a eu la chance d'être une équipe qui s'est trouvée très tôt dans la saison, où le collectif s'est mis en place rapidement, la défense s'est mise en place rapidement, t'as une identité qui s'est vite trouvée, mais derrière, t'as des équipes qui, justement, peuvent, elles, se mettre en route et commencer à enchaîner des résultats. Et mine de rien, l'avance dont tu disposes est pas super conséquente non plus quand il y a des équipes qui peuvent vraiment se mettre en rythme, quoi. Là, tu vois, dans la conférence, la plupart des équipes top 8, top 10 sont toutes sur des bilans positifs sur leurs 10 derniers matchs. Donc, en fait, tu as une série négative et il y a des séries positives derrière, ça peut aller très vite, quoi. Donc, je pense que c'est très bien d'avoir pris les résultats qu'il fallait prendre assez tôt. Tu vois, par exemple, les Clippers valait mieux les jouer en novembre que les jouer en mars ou en février. Mais dans l'ensemble, oui, tu peux être satisfait de ton début de saison, mais pour autant, faut quand même se méfier de ce qu'il y a derrière, quoi. T'as été bon au bon moment pour le moment. Il y a des équipes qui peuvent être bonnes un peu plus tard, là où toi, tu vas commencer à piocher un peu physiquement dans un système assez énergivore, parce que quand ton identité, c'est l'effort et c'est la défense, plus la saison avance, plus c'est dur de reproduire ce type d'effort. Mmh. Donc je pense quand même que dans l'immédiat, je préfère regarder dans le rétro en me disant, essayons de gratter le maximum de marge qu'on peut, parce que cette marge sera utile au moment où toi, tu auras un peu plus de mal et tu tomberas sur des équipes qui, elles, sont plutôt en pleine bourre. Ouais, en somme, l'idée, c'est aussi un peu de resituer ce que produit Phoenix à la lumière un peu de la surperformance ou de la sous-performance. C'est pas forcément que nous, on soit en surperformance, mais c'est plutôt qu'on ait un degré un peu maximum de rendement. On pourra pas faire beaucoup plus que ça, on va dire. Là, ce qu'on produit en ce moment, en tout cas, ne serait-ce que les 2 matchs là qu'on a vus contre OKC et contre Houston, alors que certaines équipes, comme tu le dis, sont un peu dans un truc un peu plus diesel en tout cas, ou en tout cas qui se met en place pour différentes raisons. Tu as les blessures aussi. On peut penser aux Mavs avec Kyrie qui va revenir aussi dans pas très longtemps, si jamais ça se solidifie, on va dire, de leur côté, quoi. Donc effectivement, ouais, il y a un peu ce côté-là. Moi, en fait, de rappeler aussi que sur le plan de l'effectif proprement dit, effectivement, Phoenix c'est quand même, en tout cas, paraît toujours au point où on en est, moins armé que d'autres équipes. En fait, la question c'est aussi à quel point nous, et on en a parlé un petit peu dans la première partie, mais on peut être meilleur avec Jalen Green vraiment intégré à la rotation. C'est aussi une question. On ne sait pas du tout en fait ce que ça va donner. Ce qu'on a dit dans la première partie, c'est qu'a priori ça allait pas transcender le jeu de l'équipe, mais pour autant ça peut aussi lui permettre d'être un petit cran meilleur, on va dire. En tout cas, voilà, plus dangereuse en attaque de toute façon, sans que ça pénalise le côté défensif. Donc ouais, peut-être qu'il y a cette donnée là aussi. Moi, je suis assez partagé sur cette question-là de viser devant, de regarder devant ou derrière. Clairement, si on regarde le classement aujourd'hui, il y a à peu près autant d'écart entre, avec Minnesota qui est 6e qu'avec Golden State qui est 8e. Mais effectivement, il y a aussi cette donnée devant. En tout cas, j'ai l'impression que vu qu'il y a peu d'écart, en tout cas avec tout ce bloc-là allant de la 3e à la 6e place de LA aux Wolves, on est sur des équipes qui, pour le coup, ont plutôt bien débuté leur saison, sont un cran de nous en termes d'effectifs, mais sont aussi quelque part à la merci des impondérables de la NBA. Là, on voit que les Nuggets, ils ont eu une victoire un peu surprise cette nuit, enfin la dernière nuit où on enregistre, quoi. Mais forcément, sans Jokic, c'est plus compliqué pour eux. En fait, c'est aussi ça qui peut se passer, mais c'est valable pour les Suns aussi. En fait, c'est-à-dire que dans un contexte NBA, la santé des joueurs est tellement importante que ça peut aussi se jouer sur quelques blessures qui déstabilisent des effectifs qui n'avaient pas forcément été déstabilisés en début de saison, et ça peut glisser aussi dans ce sens-là. Donc en fait, dans l'état actuel des choses, moi je trouve au niveau du classement, tout reste un peu possible. C'est-à-dire que nous, on voit pas ce scénario-là où on sortirait des places 7 à 10, mais il existe aussi, tout comme il existe un scénario où on grappille, on passe 6e, 5e, quoi. Donc effectivement, ça va être intéressant de suivre. Et en fait, moi je me dis, c'est ça, pour conclure moi de mon côté là-dessus, c'est un peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire que de toute façon, on sait que nous, les Suns, dans cette version-là, vont continuer soir après soir à produire ce type de prestations, et donc à engranger un nombre minimum de victoires, on va dire, d'ici la fin de la saison. En fait, il y a peu de chances que ça bascule complètement de l'autre côté, à moins, encore une fois, d'une grosse blessure et tout. Donc ces fluctuations, ces moindres fluctuations par rapport à d'autres équipes, moi, me donnent plutôt bon espoir, au moins de conserver le haut du panier de la zone play-in, la 7e ou la 8e place. Et pareil, donc si on va dans cette direction-là, je posais la question un peu pareil différemment de la dernière fois.
est-ce que les Suns, dans cette configuration actuelle, vous paraissent en mesure de remporter un tour de play-off, à arriver du coup dans l'hypothèse où on remporte un des deux matchs de play-in, où on finirait 7e ou 8e, on remporte un des deux matchs de play-in et on va en play-off. Donc a priori, ce sera face à un très gros de l'Ouest, donc OKC et évidemment dans les candidats. Quel que soit l'adversaire, j'allais vous dire, enfin face à une de ces 6 équipes qui nous précèdent, tout simplement, c'est peut-être plutôt ça comme ça qu'il faut la poser la question. Est-ce que vous imaginez les Suns capables de gagner une série de play-off? Peut-être Lucas cette fois pour commencer. Comme tu l'as dit, tout dépend de l'adversaire, quoi. Si tu prends Oklahoma City, clairement, tu gagnes pas ta série, quoi. Mais il y a d'autres équipes contre lesquelles ça peut être beaucoup plus équilibré, quoi. Après, c'est vrai que pour le moment, sur les oppositions qu'on a eues, c'est quand même assez difficile à jauger. On a joué des Lakers qui étaient en rodage avec la réinsertion de LeBron James dans l'équipe. On a joué hier Houston sans Alperen Sengun. Non, on a joué Oklahoma City, là, on a perdu tous les matchs jusqu'au match de dimanche. Mais le match de dimanche, Oklahoma City, étrangement, ils sont dans la pire passe de leur année. Donc, c'est toujours très circonstanciel, la NBA, et la saison régulière n'est pas le juge de paix d'une saison, n'est pas non plus l'indicateur de ce que tu es capable de faire en play-off, parce qu'il y a vraiment toujours une question de dynamique qui se met en route, quoi. Comme je disais tout à l'heure pour les Clippers, effectivement, valait mieux les jouer en octobre-novembre, quoi. Et c'est vrai que pour la plupart des équipes, c'est ça. Quand tu les joues et qu'elles sont dans une bonne dynamique, clairement, t'as pas la moindre chance. Quand tu les joues alors qu'elles sont au fond du trou, faut pas surréagir non plus. Et une série de playoffs, au final, c'est vraiment ça qui est l'indicateur de ce que vaut une équipe, quoi. Mais à l'heure actuelle, oui, c'est très difficile de dire si tu te retrouves en post-saison, contre qui tu joues, dans quel état est cette équipe, dans quel état est ton équipe aussi, quoi. Donc, non, après, les Suns ont clairement montré qu'ils avaient des armes pour emmerder tout type d'équipe, parce qu'une équipe qui défend fort et qui génère de la perte de balles et qui génère du rebond off, c'est toujours des équipes chiantes à jouer parce que tu as des facteurs sur lesquels tu n'as pas le contrôle quand tu joues contre des équipes comme ça. Mais dans l'immédiat, c'est pas quelque chose, en tout cas, sur lequel je peux me projeter, quoi. Ouais, un peu pareil, je vois mal les Suns gagner une série de playoffs, en tout cas dans l'état actuel des choses, ça c'est sûr. Après, comme l'a dit Lucas, je pense que n'importe quelle équipe, on peut arriver dans la série. Déjà, ça veut dire que si on arrive en playoff, technologiquement, la dynamique est plutôt bonne. Et je pense qu'on on peut arriver dans n'importe quelle série et se dire, on va réussir à les faire chier, à leur prendre un ou deux matchs, rendre chaque match le plus difficile possible. Tu risques de prendre un ou deux blowouts, surtout si tu joues au KC ou les Spurs ou une équipe comme ça, mais t'as quand même les armes pour les embêter. T'as quand même, t'as battu les Spurs cette saison, t'as battu OKC, donc voilà, sans deux intérieurs qui sont pas du tout dans leur bonne forme aussi, c'est à noter, mais voilà, t'as réussi à embêter les Rockets quand même hier soir, une fois aussi, je crois, plus tôt dans la saison. Donc voilà, t'as quand même des armes qui te font dire que tu vas réussir à être pénible pour ce genre d'équipe. T'as battu les Wolves, t'as battu les Lakers, donc voilà, après, voilà, il y a tout ce truc de dynamique de l'équipe, comme disait Lucas, et surtout que c'est des équipes qui sont construites pour être en forme à partir de début avril, quand en gros, leur saison se joue entre avril et juin pour les plus chanceuses. Donc voilà, c'est pas sur ces résultats entre novembre et février où tu vas vraiment juger le vrai niveau de ton équipe. Mais ouais, t'as les armes, le jeu, les joueurs aussi dans une certaine manière pour embêter le maximum ces équipes et les rendre, leur embêter la tâche, aller prendre un ou deux matchs, notamment à domicile, où justement t'as un petit peu ce côté où t'es une très bonne équipe à domicile, un peu à l'image des Pels quand on était au top de la conférence, où t'avais l'air largement au-dessus de la conférence Ouest. En fait, chaque premier tour contre les Pels, c'était un supplice, tu galérais, limite, quand on va à la finale, c'est limite non, on ne l'a pas joué quand on allait en finale, c'était les 2 saisons après, justement. Mais voilà, l'année où d'après, où tu roules sur la ligue, tu fais plus de 60 victoires, tout ça. Le premier tour, tu as besoin d'un Chris Paul extraordinaire sur le dernier match pour passer, quoi. Donc ouais, je pense que t'as moyen de quand même prendre du plaisir et d'être kiffant à suivre sur une série de playoffs. Et après, si t'en passes une, pour le coup, par contre, t'as moyen de je pense, aller quand même loin, entre guillemets, et de continuer sur cette lancée parce que t'auras cette dynamique et que t'auras un petit peu cet élan de fou. Mais oui, clairement, ça relève plus du rêve que de la probabilité, quoi. Si on est plus autour du 10-20% que, voilà, l'espoir, l'optimisme, t'es plus autour du 15% que du 50-50, quoi. Peu importe l'équipe en face. Ouais.
Clairement. Et puis, enfin, oui, pour aller dans ce sens aussi, il y a ce facteur, en fait, vous l'avez tous les deux un peu dit, mais d'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va se comporter là, cette équipe des Suns dans une configuration playoff, pour la simple et bonne raison qu'on l'a pas encore vue, en fait, tout simplement. Parce que cette version des Suns, elle est toute neuve, quoi. Elle est très récente. Et c'est vrai que la plupart des équipes qui sont au-dessus, on peut enlever les Spurs là, qui sont sur une saison vraiment d'éclosion, d'explosion. On peut enlever aussi le cas particulier des Lakers, mais sinon les autres équipes, c'est des équipes qui ont déjà on va dire un référentiel de playoff, quoi, plus ou moins étendu, plus ou moins fourni, quoi. Mais que ce soit OKC, que ce soit Denver, que ce soit Minnesota, notamment ces trois équipes-là, c'est des équipes qui savent comment fonctionner en post-saison, qui l'ont fait les dernières saisons déjà. Donc ça va être ça va être aussi un facteur, je pense, qui sera important en cas de playoff. Effectivement, on se projette déjà un petit peu, comme tu dis, Lucas, c'est un peu audacieux, mais c'est aussi ça, en fait, le début de saison des Suns nous permet de nous poser ces questions-là, et c'est ça qui est assez cool au point où on en est, c'est qu'on se dit que, justement, comme vous l'avez dit, je sais pas lequel de vous deux l'a dit, mais a priori, on a des arguments pour ne pas être ridicule, quel que soit l'adversaire, et déjà en soi, c'est plutôt une victoire par rapport à ce qu'on nous promettait en pré-saison, quoi. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un truc que vous allez surveiller là en particulier dans les semaines à venir, par exemple? Je ne sais pas. Quelque chose vous vient là-dessus? Les l'émergence de Rashard Fleming, qui joue de plus en plus, qui a encore joué hier soir contre les Rockets, on le disait plutôt dans l'épisode, qui jouait plutôt contre les équipes faibles, entre guillemets. Là, il a quand même été aligné contre une très bonne équipe, et il a quand même montré des choses intéressantes, notamment sur sa présence au rebond, que ce soit offensif ou défensif, contre la meilleure équipe de la ligue non plus dans ce domaine. Donc c'est très très intéressant. Il y a encore quand même pas mal de limites, notamment dans la prise de décision, la rapidité de ses prises de décision, notamment balle en main en attaque. Donc tu sens que des fois c'est un petit peu précipité, et un peu à l'image de Ryan Dunn sur certaines possessions où en fait t'as la balle, tu sais pas trop quoi en faire, et tu te précipites. Mais voilà, il a un temps de jeu de plus en plus régulier, il montre de bonnes choses en défense, au rebond, dans l'énergie. Enfin, il s'inscrit vraiment dans la mentalité. C'est vraiment le profil pour ce groupe. Il a un potentiel offensif quand même plus intéressant qu'un Ryan Dunn, notamment. Il a les qualités athlétiques, il a les mêmes. Il a un shoot qui est quand même un peu plus prometteur, donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans cette équipe. Et on disait que voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de marge de progression. C'est peut-être l'une des marges, avec Jalen Green qui va revenir. L'une des marges, voilà, ça peut te faire passer un petit cap où sur les 10 minutes de Livers, tu chopes 10 minutes de Fleming, et tu peux passer, voilà, ça va pas te faire gagner 20 matchs en plus de la saison, c'est sûr, mais tu as peut-être ce petit gain de performance un petit peu supplémentaire qui sera possible, quoi. Pardon. Je dis, moi je suis complètement d'accord, parce qu'effectivement ça fait longtemps qu'on attend de voir un peu nos rookies, et Fleming c'est clairement celui qui a percé un peu là dans la rotation ces dernières semaines, donc ça va être intéressant de continuer à voir comment ça évolue. Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas surveiller là? Non, pas particulièrement. Ouais, c'est vrai que Fleming, c'est clairement quelque chose à suivre, quoi, de voir comment vont se splitter ces minutes au poste 4, qui, comme on l'a dit plus tôt, sont quand même sur un poste qui est quand même encore très en rodage, quoi. Là, dans l'immédiat, ce qui va être à suivre ces prochaines semaines, c'est comment se passe la réintégration d'Allen, quoi, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher davantage à répartir les minutes en ajustant les temps de jeu des uns et des autres? Ou est-ce que justement on va se dire, une saison régulière c'est long, on a récupéré un joueur, on en profite pour faire un peu tourner et reposer certains joueurs sur certains matchs, hein, donc ça, pour le coup, ça va être à voir, quoi, parce que Allen avait montré sur le début de saison, c'était un élément extrêmement important de cette rotation, quoi, donc à voir comment se règlent les minutages sur les postes arrière, qui sont clairement les postes sur lesquels on manque le moins de qualité, parce que en début de saison, c'est vrai que Goodwin, on se posait pas trop la question de savoir s'il allait jouer, et il s'affirme match après match, comme un élément vraiment hyper important du banc et un élément hyper important de cette équipe, quoi. Donc avec en plus vraiment un shoot qui commence à se trouver, un scoring qui commence réellement à peser. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui vont se poser en termes de minutage des uns et les autres sur les postes extérieurs. Ouais, en fait, C'est un beau casse-tête. c'est ça, et c'est ce qui est assez fou, c'est qu'effectivement ça prend, par rapport à notamment une discussion qu'on avait eue avant saison, Lucas, ça prend vraiment une direction, en fait, l'équipe elle joue de plus en plus petit, parce que justement tu as vraiment cette profusion de guards que tu dois faire jouer. Après, avec le
plutôt la compensation de c'est des petits qui se battent vraiment bien en rebond, notamment Jordan Goodwin, hein, on en parle, mais c'est vraiment sa qualité principale. Il est assez énorme au rebond, notamment offensif. Très bien, messieurs. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce podcast en 2 parties. Et ouais, c'est cool d'avoir pu terminer, d'avoir pu reprendre un peu ces sujets-là. On se retrouvera de toute façon, j'espère, dans un peu moins de temps pour continuer à parler de cette belle saison des Suns. Il y aura évidemment d'autres sujets à aborder à mesure qu'on va avancer. Il y a la trade deadline qui arrive début février et sur lesquelles il y a des questions à se poser aussi forcément. Donc, on fera peut-être un épisode un peu avant pour parler de tout ça. En tout cas, voilà, on remercie nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast et d'être patient avec nous malgré notre lenteur entre deux parutions. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci les gars, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Valley Hoop. Allez, bye. Bon. Bonne année. Et bonne année. année. Effectivement, du coup. Encore une fois.